24e jour de guerre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, ça fait 24 jours que les États-Unis et Israël bombardent de manière barbare et totalement injuste l'Iran pour, disent-ils, apporter de la démocratie au peuple iranien, libérer le peuple iranien du régime des mollahs. On ne libère pas quand même un peuple avec des bombes, par des bombes. C'est pas tout à fait possible. Et derrière, on nous dit que c'est pour annihiler, mettre fin au programme nucléaire iranien. En gros, ce sont les objectifs qu'on nous présente officiellement. Euh, Beaucoup d'entre nous pensent que cette guerre a effectivement démarré le 28 février 2026. Non, en réalité, elle remonte à bien plus longtemps. Et donc, dans cette vidéo, nous allons ensemble voir d'où nous sommes partis pour arriver aujourd'hui à cet état de guerre ouverte entre ces trois nations-là. Mais bien avant, je vous prie de prendre juste 2 secondes pour vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et ça permet également de soutenir la chaîne. Merci. Cela dit, le 28 février 2026, les États-Unis et Israël attaquent par surprise, de manière tout à fait injuste, contraire au droit international, l'Iran. Parce que l'Iran constituait déjà une menace imminente. Dans quelques semaines, l'Iran allait accéder à la bombe nucléaire et tout ce que vous voulez, toutes les bêtises qu'ils ont racontées comme prétexte pour attaquer l'Iran. En fait, on va remonter un peu dans le temps. Nous sommes en octobre 2015. Les 5 membres permanents des Nations Unies, qui sont tous dotés de l'arme nucléaire, faut-il le préciser, en plus du Japon et de l'Allemagne, qui sont des puissances du seuil. Ah oui, les puissances du seuil, ce sont ces nations-là qui n'ont pas la bombe atomique, mais qui enrichissent l'uranium à des taux qui peuvent être militarisés, ils peuvent aller à 60% et même plus, mais ils n'ont pas pris la décision de passer à la militarisation de fabriquer la bombe, juste ils veulent avoir la technologie, la maîtrise de l'uranium. Voilà. Donc ces États-là parviennent à décrocher, à arracher à l'Iran un accord sur son programme d'enrichissement d'uranium. C'est cet accord qu'on a appelé à l'époque le JCPOA, c'est un acronyme anglais. Et selon les termes de cet accord, l'Iran devait réduire quand même son taux d'enrichissement d'uranium entre 3,5 et 3,7%, juste pour à des fins civiles, juste pour alimenter les centrales électriques et tout ce que vous voulez. Et ben, en retour, ces pays allaient quand même progressivement lever certaines sanctions qui pèsent contre l'Iran. Vous savez que depuis 1979, la date de la révolution islamique, l'Iran vit quand même sous le régime des sanctions occidentales. Voilà. Au cas où l'Iran ne respectait pas les termes de cet accord, il y avait un mécanisme qu'on appelait le snapback, qui est le retour immédiat des sanctions. Et là, l'Iran respectait quand même sa part du contrat et tout allait bien. C'était pas parfait, mais c'était bien. Donald Trump arrive au pouvoir en 2016, 2 ans plus tard, en 2018, il déchire cet accord. Il sort de cet accord-là parce que pour lui, les États-Unis n'ont rien à faire là-dedans. C'est le pire des accords que son prédécesseur Barack Obama ait pu signer. Donc pour lui, cet accord-là, c'est rien du tout, ça vaut rien. Bon, les Iraniens, pour faire pression sur les États-Unis pour revenir à la table des négociations, reprennent l'enrichissement de l'uranium à des taux qui vont largement au-delà des 3,5 et 3,7% convenus antérieurement. Et là, pour l'Iran, c'était pas de fabriquer la bombe nucléaire, parce que le feu l'ayatollah Ali Khamenei avait publié une fatwa, c'est un décret religieux qui interdisait à l'Iran de posséder la bombe nucléaire, parce que c'est évidemment contraire à la religion islamique. Si l'Iran a décidé de revoir à la hausse son taux d'enrichissement d'uranium, c'était juste de faire pression sur ces États occidentaux-là pour les ramener à la table des négociations. Bon, on en est là, et en janvier 2025, cet accord allait prendre fin en octobre 2025. Voilà, c'était un accord de 10 ans.
Donc, en janvier 2025, Donald Trump revient au pouvoir. Il décide d'engager de nouvelles discussions avec Téhéran. Les Iraniens ne refusent pas, ils reviennent à la table des négociations. Donald Trump envoie ses envoyés spéciaux, ses émissaires, qui sont son gendre Jared Kushner et Steve Witkoff. Côté iranien, c'est le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Donc, les premières rounds de négociations ont eu lieu à Mascate. Mascate, c'est la capitale omanaise. Et Donald Trump donne aux Iraniens 60 jours, un ultimatum de 60 jours pour parvenir à un accord. Et là, on était en pleine négociation, en plein dedans, quand Israël, en accord avec les États-Unis, attaque par surprise les Iraniens, l'Iran, le 13 juin 2025. Et là, les Iraniens quittent la table de négociation parce qu'on ne peut pas être en train de négocier quand on se fait bombarder. Et donc, les États-Unis vont plus tard se joindre à cette opération, l'opération que les Israéliens ont baptisée Rising Lion, c'est-à-dire le lion dressé. Voilà, les États-Unis vont se joindre quelques jours plus tard à l'opération en larguant 14 bombes GBU-57 à l'aide de leurs bombardiers furtifs de l'Spirit sur les sites d'enrichissement d'uranium de Natanz, de Fordo et d'Ispahan. Les bombes GBU-57, ce sont ces bombes-là qui pèsent chacune presque 14 tonnes, 13 tonnes 600 kg pour être plus précis. C'est des bombes pénétrantes qui pénètrent 60 mètres du sous-sol avant de s'exploser. Et donc, ils vont larguer 14 bombes, 14 de ces GBU-57-là sur ces sites d'enrichissement d'uranium dont je viens de citer. Et bon, quelques jours plus tard, le 24 juin, Donald Trump intime à son allié Benjamin Netanyahu d'arrêter les bombardements en Iran. Et là, un cessez-le-feu est conclu, mais de manière verbale. C'est ce qu'on appelait la guerre des 12 jours. Eh bien, les Iraniens refusent, quittent la table de négociation, et c'est ce qui est tout à fait normal. Donald Trump dit, ça y est, on a tout détruit, leur programme nucléaire, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Et bon, quelques mois plus tard, il se rend compte que les bombardements n'ont pas été efficaces qu'il le pensait. Et en début de cette année 2026, il engage de nouvelles négociations avec les Téhéran. Il envoie une importante armada au large des côtes iraniennes juste pour faire pression sur les Iraniens. Et bien, les Iraniens, ils ne refusent pas, ils reviennent à la table de négociation. Cette fois-ci, Donald Trump pose 3 conditions aux Iraniens. La première condition, c'est que vous arrêtez d'enrichir de l'uranium sur votre sol, ce qui est quand même contraire au droit international, parce que chaque État, membre du traité de non-prolifération des armes nucléaires, a le droit quand même d'enrichir de l'uranium sur son sol à des taux civils quand même. Voilà. C'est la première condition pour Donald Trump. Les Iraniens ne peuvent plus jamais enrichir de l'uranium sur leur sol. Et dans la deuxième condition, que les Iraniens cessent de soutenir leurs alliés, les Houthis, Ansarallah au Yémen, les milices chiites irakiennes et le Hezbollah libanais. Et là, c'est une ligne rouge pour Téhéran, parce que les États-Unis ont évidemment pas mal de bases militaires dans la sous-région. Et donc, pour l'Iran, c'est une façon aussi, en quelque sorte, ces bases militaires, c'est une façon de faire aussi pression sur ses voisins directs. Et la troisième condition, c'est la plus difficile à avaler pour les Iraniens, c'est que pour Donald Trump, les Iraniens doivent réduire la portée de leurs missiles balistiques, de manière à ce que cela ne puisse plus atteindre Israël. Derrière toutes ces manœuvres, on comprend qu'il y a Israël, il y a évidemment la main d'Israël et de Benjamin Netanyahu. Bon, malgré tout, les Iraniens, ils ne refusent pas, ils reviennent à la table des négociations. Encore une fois, c'est Mascate qui accueille les échanges. Le premier round a eu lieu à Mascate, le deuxième round à Genève en Suisse, le troisième round toujours à Genève, c'était le 26 février dernier. Et là, à ce moment-là, les Iraniens étaient prêts à faire d'importantes concessions. Ils étaient même prêts à accepter les investisseurs américains sur leur sol, ce qui est évidemment une grande première depuis la révolution islamique de 1979. Voilà. Le quatrième round était prévu le lundi, c'est-à-dire le 2 mars à venir. Et là, les Iraniens allaient discuter avec Raphaël Grossi, le président de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour des détails techniques. Et là, 48 heures plus tard, c'est-à-dire le 28 février, les Iraniens sont en pleine réunion pour voir qu'est-ce qu'ils allaient décider des termes de cet accord-là qui était en cours de gestation.
Et bon, les États-Unis et Israël, par surprise encore, attaquent les Iraniens. Ils tuent dans les premières heures de ces bombardements-là, ils tuent le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et pas mal d'importants dignitaires du régime. C'est évidemment un terrorisme d'État, un crime de guerre. Bon, les Iraniens aussi engagent leur riposte de manière spectaculaire et tout à fait inattendue de la part des États-Unis. Et c'est ce qui nous entraîne aujourd'hui à tout ce que nous voyons là. Voilà. Donc aujourd'hui, les États-Unis, comme je l'avais dit au début, et Israël avaient avancé comme prétexte que dans quelques semaines, l'Iran allait accéder à la bombe nucléaire, que l'Iran était envisagé d'attaquer par surprise, attaque préventive, les États-Unis. Bon, une attaque préventive, ce qui est contraire au droit international, ça c'est le langage des États-Unis et d'Israël. Et bon, ils décident d'attaquer l'Iran parce qu'entre-temps, il faut comprendre que Donald Trump a pris cette décision d'attaquer l'Iran parce que Benjamin Netanyahu a fait quand même pas mal de pression à Donald Trump parce que entre 2025 et entre janvier 2025 et janvier 2026, Netanyahu a été reçu 6 fois à la Maison-Blanche, ce qui est évidemment un record. Aucun dirigeant étranger n'a fait mieux. Et là, il a convaincu, il a persuadé Donald Trump de bombarder l'Iran parce que là, pour lui, ça va être très rapide et spectaculaire. Dès qu'on va tuer les importants dignitaires du régime des mollahs, et le régime va s'effondrer de lui-même et bon, la population iranienne va prendre le pouvoir, ou soit celui qui arrivera au pouvoir sera de connivence avec Washington, comme c'est le cas aujourd'hui avec Delcy Rodriguez, au Venezuela, alors que c'était mal connaître quand même le régime des mollahs qui ont la culture du martyr, parce que pour les chiites, mourir ne représente en rien un danger pour eux, c'est plutôt une fierté parce que c'est mourir en martyr. Et donc, la seconde raison qu'ils avancent, c'est que c'est pour apporter de la démocratie au peuple iranien et tout machin. Bon, on apporte pas quand même à un peuple de la démocratie en le bombardant quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 morts en Iran, en majorité des civils. Voilà. Et donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à tout ce qu'on est aujourd'hui. Et ces raisons avancées selon quoi l'Iran était à 2 doigts d'obtenir la bombe nucléaire, l'Iran était à 2 doigts d'attaquer les États-Unis, c'est évidemment faux parce qu'on a vu le chef de l'agence américaine de la lutte contre le terrorisme, Joe Kent, qui a démissionné en disant que non, cette guerre était injuste parce que l'Iran ne représentait aucunement une menace pour les États-Unis. Et selon lui, les États-Unis ont déclenché la guerre sous la pression de Benjamin Netanyahu et du puissant lobby juif américain. Voilà. Et Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, va plus loin en disant que depuis les bombardements de la guerre des 12 jours en juin dernier, les Iraniens n'avaient entrepris aucune manœuvre visant à reprendre les travaux d'enrichissement de l'uranium. Donc c'est vraiment un prétexte que les États-Unis ont utilisé pour attaquer l'Iran. Et voilà aujourd'hui là où nous en sommes. Et là, c'est un message à nous Africains qui voyons toujours ces toubabs-là et on pense que c'est les gentils et c'est les gens à tout faire. C'est des gens évidemment qui sont des menteurs, c'est des criminels de la pire espèce qui sont là comme ça. Et donc aujourd'hui, attention, c'est un message pour nous les Africains. Il ne faut pas faire confiance à ces toubabs-là parce qu'ils n'ont jamais été honnêtes. Aujourd'hui, la riposte iranienne, cette guerre, quoi qu'on dise, elle entraîne quand même des conséquences pour nous Africains parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, les usines comment on appelle-t-on, les gisements de pétrole et de gaz sont atteints, sont visés. Et là, dans quelques jours, on va quand même subir les répercussions de cette crise-là. Donc, au bout d'un moment donné, ces nations occidentales, là, il faut s'en méfier. Voilà. Eh bien, est-ce que vous pensez que l'Iran acceptera-t-il de revenir à la table de négociation? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après s'être fait bombarder 2 fois en pleine négociation, pensez-vous que les Iraniens accepteront-ils de revenir à la table? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode dans la tribune de Mohamed.